Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci à la filière FAI2R de me donner la possibilité de vous faire part des principales nouveautés au cours des dernières années sur le purpura thrombopénique immunologique. Je centrerai mon propos sur l'adulte et n'aborderai pas les formes pédiatriques. Sur cette première diapositive, vous voyez mes liens d'intérêt. Donc nous allons parler aujourd'hui des principales modifications à la suite des recommandations internationales. Nous verrons que nous avons maintenant une meilleure connaissance des facteurs de risque de saignement au cours du PTI. Nous aborderons la spécificité du PTI chez le sujet âgé et on verra un risque hémorragique qui est probablement plus important que dans la population générale. Nous verrons que la thrombose est aussi un problème au cours du PTI, qui n'est pas une protection absolue contre la thrombose. Nous verrons quelles ont été les conséquences de la Covid-19 sur la prise en charge du PTI, en particulier sur la vaccination des patients atteints de PTI. Je vous présenterai quelques nouveautés sur la grossesse à la suite d'une étude prospective qui a été conduite en France. Comme je parle pour la filière FAI2R, on verra si le fait d'avoir un PTI primaire est un facteur de risque pour évoluer vers un lupus. Et enfin, je terminerai sur une étude très intéressante qui montre que les attentes des patients atteints de PTI ne sont pas du tout les mêmes que les craintes et les priorités des médecins. Alors sur les recommandations internationales, vous savez qu'il y a un guidelines français, un PNDS en France, mais il y a également des recommandations américaines et des recommandations, un international consensus auquel un certain nombre de Français avons participé. Et je ne vais pas détailler ces recommandations, je ne citerai qu'une information qui est intéressante, c'est que, en tout cas dans le cadre des recommandations américaines, le myélogramme n'est désormais plus nécessaire pour le diagnostic. Vous savez qu'en France, dans le PNDS, nous avons maintenu le myélogramme comme nécessaire après l'âge de 60 ans pour s'affranchir d'un éventuel syndrome myélodysplasique. Mais franchement, si vous avez un PTI qui est typique, sans anomalie des autres lignées, et a fortiori s'il existe une réponse à un traitement de première ligne, il n'est plus nécessaire de faire systématiquement le myélogramme comme nous le proposions encore récemment. Qu'en est-il des facteurs de risque de saignement, puisque le saignement c'est la principale crainte d'un clinicien qui s'occupe d'un patient atteint de PTI? Eh bien, nous avons une meilleure visibilité de ces facteurs de risque grâce à une étude prospective qui a été conduite en France sur le registre Carmen, qui est un registre prospectif dans lequel nous incluons tous les PTI incidents. Et à l'époque, il y avait 300 patients inclus dans ce registre. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 1300 malades. Et sur ces 300 patients, nous avons pu étudier les facteurs de risque de saignement grave. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, en analyse multivariée, le seul facteur de risque qui ressort, c'est de prendre des anticoagulants avec un odds ratio qui est supérieur à 4. En revanche, le fait de prendre des antiagrégants, le fait d'être âgé de plus de 80 ans, n'est pas, en analyse multivariée, un facteur de risque de saignement grave. Donc en pratique clinique, c'est clair que si vous avez un patient qui prend des anticoagulants, il est vraiment nécessaire de maintenir le chiffre de plaquettes supérieur à 50 000, mais ce seuil peut probablement être abaissé chez des patients qui sont uniquement soumis à un traitement antiagrégant plaquettaire. Concernant les risques de saignement, cette étude très intéressante conduite par Nicola Cooper en Angleterre et qui a effectué des IRM systématiques chez des patients atteints de PTI, et elle a montré que, indépendamment de manifestations neurologiques, il existe des microblitz et que la probabilité pour avoir des microblitz est d'autant plus importante que le chiffre de plaquettes est bas, inférieur en particulier à 10 000, et que le PTI évolue depuis longtemps. Donc cette étude très intéressante pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses, mais la présence de ces microblitz doit nous rendre finalement prudents, et c'est vrai que quand nous laissons un patient avec 10 000 plaquettes sans traitement, en étant finalement relativement serein parce qu'il n'y a pas de manifestation clinique, eh bien l'avenir dira si cette attitude est raisonnable, puisque ces microblitz ont une signification sur le long terme qui est encore mal connue. Qu'en est-il du PTI chez le sujet âgé ? Cette étude, toujours faite sur le registre Carmen en France, et là, en 2018, il y avait déjà 540 patients qui étaient inclus dans le registre Carmen. Et la première information très intéressante, c'est que sur ces 540 patients ayant un PTI nouvellement diagnostiqué et remis dans le registre, vous voyez que dans 42% des cas, les patients ont plus de 65 ans.
Donc le premier message, c'est que le PTI, c'est pas une maladie de la femme jeune, comme je l'ai appris quand j'étais jeune interne. C'est vraiment une maladie dont l'âge moyen diagnostique est de 50 ans. Et vous voyez qu'en tant que spécialiste du PTI, vous pouvez vraiment être soumis à des patients âgés atteints d'un PTI. Et le but de cette étude était de comparer parmi les patients considérés comme âgés, c'est-à-dire plus de 65 ans, les patients dans la tranche d'âge 65-79 ans versus les patients ayant au moins 80 ans, voire plus. Et ce qui apparaît, c'est que plus l'âge avance, plus le risque d'être exposé à un saignement sévère augmente, mais que ce risque d'être exposé à un saignement sévère est probablement lié au fait qu'en fait, plus vous êtes âgé, plus vous avez de probabilité d'être soumis à un traitement antiagrégant et en particulier un traitement anticoagulant. Et vous voyez que par exemple chez les patients âgés de 80 ans qui ont un PTI, dans presque 20% des cas, ces patients sont sous anticoagulants. Et donc, comme on l'a vu dans l'étude précédente, il est clair que c'est un facteur de risque pour développer un saignement grave. La thrombose. Alors, il y a toute une littérature sur est-ce que le PTI est un facteur de risque de thrombose. Je ne rentrerai pas dans ces données qui sont contestables et contestées, mais le message, c'est que finalement, le fait d'avoir un PTI ne protège pas de la survenue d'un accident thrombotique. Et dans cette étude, toujours faite sur la cohorte française, mais cette fois-ci la cohorte FES, qui est une cohorte qui est basée sur des données administratives, avec, vous voyez, plus de 10 000 patients PTI en France, suivis entre 2007 et 2017. Et vous voyez que dans cette cohorte, eh bien, ils ont pu étudier les facteurs de risque pour développer un accident thrombotique au cours du PTI. Et quand il s'agit d'un accident thrombotique veineux, le principal facteur de risque, c'est d'avoir un antécédent de thrombose veineuse antérieur au PTI. Et là, vous voyez que lorsque vous avez un PTI, que vous avez fait une histoire de thrombose veineuse dans vos antécédents, vous avez un odds ratio de 4,51 par rapport à une population de PTI n'ayant pas d'antécédent de thrombose veineuse. Et ça, je pense que c'est un élément qui est à prendre en compte, en particulier si on est amené à utiliser des médicaments qui exposent à la thrombose. Et dans ces médicaments qui exposent à la thrombose, de manière assez étonnante dans cette étude, c'était l'exposition aux stéroïdes qui était le plus fortement associée à la thrombose. Mais vous voyez que la splénectomie a un odds ratio à 3,23, et on le verra par la suite, et d'autre part l'exposition aux agonistes du récepteur de la TPO. Pour les accidents thrombotiques artériels, les deux principaux facteurs de risque associés à la survenue d'un accident thrombotique artériel au cours du PTI, c'est un âge supérieur à 75 ans, et c'est une histoire, c'est un antécédent de facteurs de risque cardiovasculaire. Quelle a été l'influence de l'épidémie de SARS-CoV-2 sur le PTI? Je ne rentrerai pas sur la probabilité de développer un PTI et je centrerai mon propos sur la vaccination. En effet, il a été rapporté dès le début de la vaccination, en particulier avec les vaccins ARN messagers, des épisodes thrombotiques survenus chez les patients vaccinés, et avec en particulier une observation princeps d'un gynécologue américain qui est décédé d'un PTI fulminant quelques jours après avoir été vacciné, ce qui a fait beaucoup de bruit aux États-Unis. Mais on s'est plutôt intéressé à qu'en est-il de la vaccination chez un patient ayant un PTI, et prend-on un risque à vacciner ces patients contre la Covid-19 ? Alors, d'une part, l'expérience américaine rapportée par Dave Kuter sur 52 patients ayant un PTI chronique, suivis par son équipe, vaccinés avec des vaccins ARN. Et vous voyez que sur les 52 patients vaccinés, Dave Kuter a observé plus de 10% d'aggravation du PTI dans les jours qui suivaient la vaccination. Et chez 6 patients, ils ont été obligés d'utiliser un traitement contre le PTI qui était essentiellement des corticoïdes et ou des immunoglobulines. Et de manière intéressante, la quasi-totalité des patients ont répondu très rapidement au traitement. Qu'en est-il de l'expérience française? Nous l'avons rapporté sur presque 100 malades et nous trouvons des résultats qui sont très comparables, puisque sur nos 92 patients, nous avons eu presque 10% d'aggravation du PTI avec la nécessité d'introduire un traitement. Mais finalement, chez ces patients, dans la majorité des cas, une courte cure de corticothérapie a permis de contrôler très rapidement l'aggravation transitoire du PTI. Et sur ces 92 malades, il n'y a qu'un seul malade qui a développé une aggravation prolongée de son PTI nécessitant plusieurs lignes thérapeutiques. Donc le message, c'est oui, on peut vacciner un patient ayant un PTI contre le SARS-CoV-2, oui, on peut utiliser un vaccin ARN
ARN messager. 3, il est prudent de contrôler le chiffre de plaquettes dans les jours qui suivent la vaccination. Et en cas d'aggravation significative, de ne pas hésiter à donner une courte cure de corticoïdes. Qu'en est-il de la grossesse ? La grossesse, les règles générales de prise en charge d'une femme enceinte ayant un PTI sont bien déterminées. Le message principal, c'est attention au surtraitement. Et on dit que pendant la grossesse, on va traiter la patiente finalement de la même manière que si elle n'est pas enceinte. Et la période qui est la plus préoccupante, c'est la période de l'accouchement, où là, il est nécessaire d'augmenter transitoirement le chiffre de plaquettes pour que la patiente puisse accoucher avec un chiffre de plaquettes supérieur à 50 gigas, voire 80 gigas si on veut faire une péridurale. L'accouchement aura lieu par voie basse et il est nécessaire de rechercher systématiquement une thrombopénie néonatale. Mais qu'en est-il de l'aggravation du PTI pendant la grossesse avec des données dans la littérature qui sont assez contrastées. Donc, mais qu'en est-il de l'aggravation du PTI? Pour répondre à cette question, nous avons mené un PHRC national dans lequel 180 femmes enceintes atteintes d'un PTI ont été inclus et comparé à 168 femmes non enceintes également atteintes d'un PTI. Et nous avons pu apparier ces patientes avec 131 femmes enceintes appariées à 131 femmes non enceintes. Et ce que nous avons montré dans cette étude prospective, c'est que premièrement, il n'y a pas réellement d'aggravation du PTI. Il n'y a en particulier pas d'aggravation des saignements graves quand on compare les femmes enceintes aux femmes non enceintes atteintes d'un PTI, même s'il y a plus d'intensification thérapeutique, probablement parce que devant un chiffre de plaquettes inférieur à 30 gigas, les cliniciens ont tendance à plus traiter les femmes enceintes, mais finalement sans effet secondaire de ces médicaments. Et le deuxième élément qui a permis d'être tiré de cette étude prospective, c'est qu'en termes de risque de thrombopénie néonatale, nous confirmons qu'un antécédent de thrombopénie néonatale lors d'une grossesse antérieure est un facteur de risque pour développer une nouvelle thrombopénie néonatale chez le nouveau-né à l'occasion de cette grossesse, mais nous démontrons pour la première fois que l'aggravation du PTI chez la femme, et en particulier en fin de grossesse, est également un facteur de risque de développement d'une thrombopénie néonatale et qui doit être pris en compte par les cliniciens. Une question qui peut intéresser en particulier la filière FAI2R, c'est est-ce que le fait d'avoir un PTI primaire sans marqueur de lupus au diagnostic est un facteur de risque pour développer un lupus au cours de l'évolution? Nous avions déjà partiellement répondu à cette question il y a une vingtaine d'années avec Ventelon et Philippe Birling, donc sur l'expérience de Mondor, sur 120 malades suivis pendant 70 mois. Et vous voyez que chez les patients qui avaient des anticorps antinucléaires au diagnostic, 16 sur 120, nous n'avons observé que 2 lupus au cours du suivi. Et nous n'avons observé aucun lupus chez les patients qui n'avaient aucun marqueur d'auto-immunité au moment du diagnostic. Donc la conclusion de cette étude était que si vous avez un PTI strictement primaire au diagnostic, la probabilité pour que votre patient développe un lupus dans les 5 ans qui suivent est extrêmement faible. Des données un peu similaires, mais pas complètement, ont été rapportées sur une étude coréenne qui portait sur des données administratives, où là on voit que le risque de développer un lupus est de 6%. Et quand on regarde des données plus récentes, également rapportées dans une série asiatique de plus de 500 malades, avec une méta-analyse des données de la littérature plus une étude locale, on voit que parmi les patients qui ont des anticorps antinucléaires positifs au diagnostic, il y a 15% des patients qui vont développer une maladie auto-immune dans les années qui suivent, mais qu'en revanche, chez les patients qui n'ont pas d'anticorps antinucléaires au diagnostic, le risque de développer un lupus est inférieur à 2%. Donc on peut dire qu'un PTI primaire au diagnostic, s'il n'y a pas d'éléments cliniques qui orientent vers l'évolution vers un lupus, il n'est pas nécessaire de répéter les bilans immunologiques. Et je terminerai cette première vidéo sur une étude très intéressante qui a été menée dans 13 pays, dans laquelle, dans cette étude, un fichier a été envoyé à 507 patients et à 472 cliniciens pour appréhender la perception que les patients ou les médecins ont du PTI. Et il est très intéressant de voir que chez les patients, la principale préoccupation des malades, ce ne sont pas les saignements, c'est la fatigue, c'est l'instabilité du chiffre de plaquettes qui inquiète les malades et c'est éventuellement des syndromes dépressifs. Alors que chez les médecins, la principale préoccupation, c'est les saignements. Donc on voit bien qu'entre patients et cliniciens, il n'y a pas la même appréciation de la maladie.
Et ça, je pense que cette étude est vraiment remarquable parce qu'elle fait, montre du doigt aux cliniciens que les attentes de nos patients ne sont pas forcément les mêmes. Et donc, ça enfonce le clou sur le fait que au cours d'un PTI, la démarche thérapeutique, ça doit vraiment être une démarche thérapeutique partagée entre le médecin et le patient, ce qui veut dire que pour un chiffre de plaquettes identique, vous ne traiterez pas de la même manière un patient qui a 20 000 plaquettes, qui n'a aucune anxiété, qui n'a pas de fatigue et qui finalement vit en bonne intelligence avec sa maladie, où là vous pouvez très bien avoir des mesures thérapeutiques qui vont être légères, voire rester en abstention thérapeutique, alors que chez un patient qui a 20 000 plaquettes, qui ne saigne pas forcément, mais qui est très anxieux, qui est très fatigué, voire qui a un élément dépressif, il est clair que là, vous serez peut-être amené à proposer un traitement que vous n'auriez pas proposé aux malades précédents. Et donc, cette enquête nous montre qu'on doit vraiment modifier notre stratégie thérapeutique et qu'une stratégie thérapeutique se décide à deux entre le médecin et le patient. Voilà, et je terminerai en remerciant tous les collègues de mon équipe et surtout le réseau du CERECAI, avec 4 sites constitutifs, 27 centres de compétences qui appartient à la filière Marie, mais dont vous savez qu'il a des interrelations importantes avec la filière FAI2R. Je vous remercie.